Amis randonneurs, bonjour, nous voici à Chenonceau. Allez, suivez-nous pour la visite, c'est parti! Le château de Chenonceau, ou le château des dames. En effet, en 5 siècles, 7 femmes se sont succédées afin de l'agrandir, l'embellir, lui donner tout son faste. Au XVIe siècle, Catherine de Brisonnay, épouse du contrôleur général des finances de François Ier, puis Diane de Poitiers, favorite d'Henri II, Catherine de Médicis, reine d'Henri II, Louise de Lorraine, épouse d'Henri III. Au XVIIIe siècle, Louise Dupin, représentante du siècle des Lumières. Au XIXe siècle, Marguerite Pelouse, issue de la bourgeoisie industrielle. Et au XXe siècle, Simone Meunier, infirmière. En construisant le château de Chenonceau sur le Cher au XVIe siècle, Thomas Bohier et son épouse Catherine Brisonnay rasent le château fort et le moulin fortifié de la famille des Marques et n'en gardent que le donjon, la tour des Marques, qu'ils transforment dans le goût Renaissance. L'avant-cour reproduit le plan de l'ancien château médiéval, délimité par les douves. Allons voir le château. Dans cette pièce se tenaient les hommes d'armes chargés de la protection royale. Au mur, une suite de tapisseries des Flandres du XVIe siècle. Les coffres sont gothiques et Renaissance. Au XVIe siècle, ils contenaient l'argenterie, la vaisselle et les tapisseries avec lesquelles la cour se déplaçait d'une demeure à l'autre. Le plafond, à solives apparentes, porte les 2 C entrelacés de Catherine de Médicis. Au sol subsistent des vestiges d'une majolique du XVIe siècle. De la salle des gardes, on pénètre dans la chapelle. Les vitraux sont du XXe siècle. Les originaux ont été détruits par un bombardement en 1944. La chapelle a été sauvegardée durant la Révolution française grâce à l'idée de la propriétaire de l'époque, Madame Dupin, d'en faire une réserve à bois, masquant ainsi le caractère religieux du lieu. Dominant la nef, la tribune royale d'où les reines assistaient à la messe. Cette pièce fut la chambre de la favorite du roi Henri II, Diane de Poitiers, à laquelle il avait fait don de Chenonceau. En 1559, à la mort du roi d'Henri II, tué en combat singulier lors d'un tournoi par le capitaine de ses gardes écossais, Gabriel Montgomery, sa veuve, la reine Catherine de Médicis, se fit restituer le château de Chenonceau par Diane et lui donna en échange Chaumont-sur-Loire. Sur la cheminée, les initiales d'Henri II et Catherine de Médicis, HC, qui entrelacées pouvaient former le D de Diane de Poitiers. Elle tient dans une main un cœur et de l'autre montre le soleil, soit celui qui montre un cœur fort dans les périls reçoit à sa mort comme récompense le salut. Dans cette petite pièce qui était son cabinet de travail, Catherine de Médicis avait disposé son bureau. Cabinet de travail de Catherine de Médicis, devenue régente du royaume à la mort de son époux, le roi Henri II. Elle gouverna la France depuis cette pièce. De la chambre de Diane de Poitiers, on rejoint la galerie par un petit passage. En 1576, d'après les plans de Philibert de Lorme, Catherine de Médicis fait construire par Jean Bulan une galerie sur le pont de Diane de Poitiers. Longue de 60 mètres, large de 6 mètres, éclairée de 18 fenêtres, avec son sol carrelé de tuffeau et d'ardoise et son plafond à solives apparentes. C'est une magnifique salle de bal. À chaque extrémité, 2 très belles cheminées Renaissance, dont l'une n'est qu'un décor entourant la porte sud qui mène à la rive gauche du Cher.
Au début du XIXe siècle, la galerie s'orne de médaillons provenant du musée des Petits Augustins, évoquant des personnages historiques célèbres. Le Cher, vu d'une des fenêtres. Durant la Première Guerre mondiale, M. Gaston Meunier, propriétaire de Chenonceau, fit aménager à ses frais un hôpital dont les différents services occupaient toutes les salles du château. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le Cher matérialisait la ligne de démarcation. L'entrée du château se trouvait ainsi en zone occupée, rive droite. La galerie, dont la porte sud donnait accès à la rive gauche, permit à la résistance de faire passer de nombreuses personnes en zone libre. Nous suivons ce long vestibule pour descendre aux cuisines. Les cuisines de Chenonceau sont installées dans les énormes soubassements que forment les 2 premières piles assises dans le lit du Cher. L'office est une salle basse aux 2 voûtes sur croisées d'ogives. Sa cheminée du XVIe siècle est la plus grande du château. À côté se trouve le four à pain. L'office dessert à la fois la boucherie, dans laquelle on voit encore les crochets pour suspendre le gibier et les billots pour le dépecer. Le garde-manger assure le stockage des denrées. La salle à manger, réservée au personnel du château et autrefois aux gentilshommes, entourant Louise de Lorraine. Nous passons le pont menant à la cuisine proprement dite, en traversant d'une pile à l'autre. Les cuisines Renaissance ont reçu pendant la Première Guerre mondiale un équipement moderne qu'imposait la transformation du château en hôpital. Nous longeons le vestibule pour rejoindre le salon François Ier. Dans cette salle se trouve une magnifique cheminée Renaissance. Un cabinet italien du XVIe, exceptionnel par ses incrustations de nacre et d'ivoire gravées à la plume, cadeau de mariage fait à François II et à Marie Stuart. Elles étaient 3 sœurs, favorites successives du roi Louis XV. Portrait de Laure Victoire Mancini, nièce de Mazarin, épouse de Louis II. Sur la cheminée Renaissance, la salamandre et l'hermine évoquent le souvenir de François Ier et de la reine Claude de France. En souvenir de la visite qu'il fit à Chenonceau le 14 juillet 1650, Louis XIV offrit bien plus tard à son oncle le duc de Vendôme son portrait par Rigaud, avec un extraordinaire cadre par Lepôtre. Louise Dupin, aïeule par alliance de George Sand, protectrice des encyclopédistes, elle y reçut Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot. Sa bonté, sa générosité et son intelligence épargnèrent à Chenonceau la destruction lors de la Révolution française. Entourant le plafond à solives apparentes, la corniche porte les initiales des Boyer, T, B, K. «
Le vestibule est couvert d'une série de voûtes d'ogives dont les clés, décalées les unes par rapport aux autres, forment une ligne brisée. Statue d'une Madone italienne. Saint Jean-Baptiste, saint patron de Chenonceau. Vitrail moderne de 1954 par le maître verrier Max Ingrand. Du vestibule, une porte en chêne du XVIe siècle donne accès à l'escalier. Ces vantaux sculptés représentent l'ancienne loi, sous la figure d'une femme aux yeux bandés, munie d'un livre et d'un bâton de pèlerin, et la loi nouvelle, au visage découvert et tenant une palme et un calice. L'escalier menant au premier étage est remarquable, car c'est un des premiers escaliers droits, ou rampe sur rampe, construits en France sur le modèle italien. Il est couvert d'une voûte rampante, à nervures, se coupant à angle droit. Les joints de rencontre sont ornés de clés. Les caissons sont décorés de figures humaines, de fruits et de fleurs. Le vestibule possède un plafond à solives apparentes. Au-dessus des portes, des médaillons en marbre, rapportés d'Italie par Catherine de Médicis. La suite de 6 tapisseries d'Aubenarde du XVIIe siècle représente des scènes de chasse. Cette chambre évoque le souvenir de Gabrielle d'Estrées, favorite et grand amour du roi Henri IV, et mère de son fils légitimé, César de Vendôme. Le plafond à solives apparentes, le sol, la cheminée et le mobilier sont Renaissance. Les tapisseries de Bruxelles sont du XVIIe siècle. Cette chambre est ainsi nommée en souvenir des 2 filles et des 3 belles-filles de Catherine de Médicis. Ses filles, la reine Margot et Élisabeth de France, et ses belles-filles Marie Stuart, Élisabeth d'Autriche et Louise de Lorraine. La chambre de Catherine de Médicis est couronnée d'un plafond en bois à caissons carrés, peints et dorés. On peut lire dans les compartiments de nombreuses initiales. On y retrouve le blason des Médicis et en position centrale le C et le H de Catherine et d'Henri II, entrelacés. Au centre de la pièce, le lit à baldaquin est caractéristique de la Renaissance, orné de frises, pilastres, portraits de profil, inspirés des médailles antiques. La chambre de Catherine de Médicis permet d'accéder à 2 petits appartements qui composent le cabinet d'estampes. La première pièce met en valeur un magnifique plafond décoré d'une toile peinte et une élégante cheminée, témoignage de la décoration de Chenonceau pour Madame Dupin au XVIIIe siècle. La seconde pièce réunit une collection complète et variée de dessins, gravures et estampes représentant le château aux différentes époques. La galerie Médicis, située au premier étage du monument, dévoile une collection inédite de peintures, tapisseries, mobilier et objets d'art.
Cette pièce rappelle le souvenir de César, duc de Vendôme, fils du roi Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, oncle de Louis XIV, qui devient propriétaire de Chenonceau en 1624. Puis retour dans l'escalier pour accéder au deuxième étage. Après l'assassinat de son époux, le roi Henri III, par le moine Jacques Clément, le 1er août 1589, Louise de Lorraine se retire à Chenonceau, dans le recueillement et la prière. Entourée d'une cour restreinte de fidèles et toujours vêtue de blanc, selon l'étiquette du deuil royal, elle sera surnommée la Reine Blanche. Autour du plafond d'origine, sa chambre a pu être reconstituée. Elle s'orne d'attributs de deuil, plumes, larmes d'argent, pelles de fossoyeur, cordelière des veuves, couronne d'épines et de la lettre grecque lambda, initiale de Louise, entrelacée à la lettre eta d'Henri III. Après cette pièce à l'atmosphère funèbre, j'ai hâte de visiter les jardins. La structure de ce parterre, 12 000 m², est inchangée depuis sa création par Diane de Poitiers. 2 allées perpendiculaires et 2 autres en diagonale délimitent ainsi 8 grands triangles de pelouse décorés de délicates volutes de santoline. Les terrasses surélevées qui protègent le parterre des crues du Cher sont ornées d'une multitude de vasques. Maintenant, allons voir le jardin de Catherine de Médicis. Plus intime, de 5500 m², le jardin de la reine Catherine de Médicis est l'image même du raffinement. Donnant sur l'eau et sur le parc, ces allées permettent une magnifique vue sur la façade ouest du château. Son dessin repose sur 5 panneaux engazonnés, regroupés autour d'un élégant bassin de forme circulaire et ponctué de boules de buis. Dessiné par Lord Seymour en 1825 pour la comtesse de Villeneuve, propriétaire de l'époque et botaniste de renom, qui souhaitait un parc à l'anglaise, le jardin vert possède une collection d'arbres remarquable. Le vignoble du château a traversé plusieurs siècles et ses propriétaires successifs ont élevé tour à tour de prestigieuses cuvées. Russell Page invente dans tous les jardins qu'il crée son jardin idéal. Ouvert à l'été 2018, il est un véritable hommage à cet illustre paysagiste, maître de nombreux jeunes créateurs contemporains. La faune de François-Xavier Lalanne, sculpteur et maître bronzier d'art, est venue enrichir les parterres de ce jardin anglais. La ferme, superbe ensemble du XVIe siècle, comprend les écuries de Catherine de Médicis et en son centre abrite l'atelier floral où travaillent toute l'année 3 fleuristes.
La galerie des attelages, située dans la grande étable de la ferme du XVIe siècle, présente un rare ensemble de voitures hippomobiles nobles et rurales. Voitures de maître ou attelages rural, elles sont essentiellement utilisées au XIXe siècle et peuvent encore l'être parfois dans nos campagnes. Une dizaine de jardiniers y cultivent une centaine de variétés de fleurs à couper, que nécessite la décoration florale du château et plus de 400 rosiers. Situé dans une clairière du parc de 70 hectares, le labyrinthe italien, souhaité par Catherine de Médicis, est planté de 2000 ifs, sur plus d'1 hectare. En son centre, une gloriette surélevée permet d'avoir une vue cavalière de l'ensemble. Me voici en son centre, je n'ai plus qu'à ressortir. Mais où est la sortie ? Voici les monumentales cariatides de Jean Goujon. Ces cariatides, Pallas et Cybèle, et les Atlantes, Hercule et Apollon, qui ornaient la façade du château, ont été réunis à l'arrière du labyrinthe. Et c'est le retour. On va retrouver Léo, manger un morceau et direction Azel Rideau. À bientôt!